de la question en débat. C'est vrai que dans ces débats, tout le monde s'est invité, mécaniciens, poètes, tout ça, penseurs et même certains devins ont bien voulu se donner à ce jeu. Alors nous avons IDGPA, je vais dire, et ACAJ, se sont dit pourquoi ne pas mettre l'opinion au courant de tout ce qui se passe. Et donc vous allez suivre, c'est vrai, un débat de haute facture, parce que ce sont les constitutionnalistes, ça veut dire le médecin de la Constitution, sinon le mécanicien de la Constitution. Ils vont donc débattre sur la question et donner le point de vue de droit. Et donc, les journalistes, vous êtes invités parce qu'on sait que vous allez relayer l'information après. Vous allez poser des questions certainement. Il y aura le prof Essambo qui n'est pas encore là mais qui va être là, il est constitutionnaliste. Et le prof André Mbata, que tout le monde connaît, c'est un constitutionnaliste aussi, professeur des universités. Et un autre défenseur de droits fondamentaux et puis défenseur de libertés individuelles, ACAJ, qui a finalement Maître Kapiamba, qui est connu, je l'ai toujours dit, il connaît beaucoup plus les prisons, les cachots que les adresses des gens. Donc on va devoir parler de cela maintenant. Alors mesdames et messieurs, nous allons donc inviter le professeur Mbata à prendre la parole pour nous dire, circonscrire le cadre et ouvrir le débat. Merci et bienvenue, soyez donc attentifs. Merci beaucoup. Honorables mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, et au nom de l'ACAJ, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, qui est représentée ici par son président, et au nom de l'IDGPA, Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, nous avons l'honneur de vous accueillir dans ce cadre pour partager avec vous certaines de nos réflexions sur le débat actuel, sur le retour à la vie politique ou exactement sur la possibilité pour le sénateur à vie de se faire réélire président de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, ce débat a pris de l'ampleur depuis la dernière réunion d'évaluation du parti politique PPRD à Lubumbashi. C'est à l'issue donc de cette réunion d'évaluation qu'on a certaines personnes sont montées au créneau pour dire que rien dans la Constitution n'empêchait le sénateur à vie, Joseph Kabila, de revenir et de se faire élire président de la République. Au départ, nous n'avions pas voulu réagir. Nous croyons, la CAJ et au niveau de l'IDGPA, nous croyons que c'était une simple distraction. Mais nous avons compris que les choses devenaient beaucoup plus sérieuses. Et après l'intervention du secrétaire permanent de ce parti, celui-là même qui était le dauphin de l'actuel sénateur à vie, et celui-là même qui a entraîné son parti à la débâcle à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Ce n'était pas suffisant. Après, on a entendu l'ancien directeur de cabinet du Raïs, et puis le porte-parole de son regroupement politique. Nous nous sommes dit finalement qu'il fallait dire un mot, il fallait assumer une responsabilité devant notre peuple et devant la nation. Et en réalité, nous avions encore beaucoup de réserves au niveau de l'IDGPA. Pourquoi des réserves? Parce que le plus grand constitutionnaliste du FCC n'était pas encore sorti. Le plus grand constitutionnaliste du FCC, pour qui nous avons beaucoup de respect, c'est mon aîné. Et vous savez, il faut toujours avoir du respect même quand vos idées ne concordent pas. Et nous avons toujours eu beaucoup de respect envers lui. Et le seul et le plus grand constitutionnaliste du FCC, du PPRD, vous le connaissez, il n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore sorti, mais nous nous sommes dit, comme certains cadres sont sortis, il fallait prendre la parole. Il fallait prendre la parole, éclairer la nation, d'autant plus qu'en dehors des acteurs politiques, on a vu ceux qui, à mon avis, paraissent comme étant des intellectuels du ventre. Parce qu'il n'y a pas que des politiciens du ventre. Il y a aussi des intellectuels du ventre. Et ces intellectuels du ventre se recrutent dans tous les milieux. Dans nos milieux de professeurs d'université, il y a des intellectuels du ventre. Dans les milieux des avocats, des journalistes, des pasteurs. Nous en avons vu beaucoup qui sont arrivés, qui sont montés au créneau. Et nous nous sommes dit, la CAJ et l'IDGPA, que nous avions un devoir d'éclairer la nation. C'est ainsi que nous organisons cette conférence autour du thème qui vous a été communiqué de l'éligibilité du sénateur à vie à la présidence de la République en droit constitutionnel congolais.
Je crois que les mots ont leur sens. C'est un droit constitutionnel congolais. Ce qui veut dire fondamentalement que la question qui nous préoccupe et sur laquelle nous allons pouvoir échanger, c'est une question des droits constitutionnels. Ce n'est pas une question de théologie. Ce n'est pas une question de biochimie ou de psychologie. Ce n'est pas une question de géométrie ou de psychologie. C'est une question de droit constitutionnel. Et personne n'est mieux placé que le constitutionnaliste pour examiner les questions des droits constitutionnels. Vous savez, dans notre discipline de droit, comme dans d'autres disciplines, il y a beaucoup de spécialisations. Tout juriste n'est pas constitutionnaliste, malheureusement. Et tout professeur de droit n'est pas constitutionnaliste. Donc, un diplôme de master, un diplôme de doctorat ne suffit pas, ne vous donne pas autorité pour parler des questions de droit constitutionnel. Parce que dans notre domaine, et pour ceux qui le savent déjà, nous avons des disciplines comme le droit civil, le droit des contrats, le droit fiscal, le droit des affaires, le droit commercial. Eh bien, donc, tout le monde n'est pas constitutionnaliste. Il fallait finalement que les docteurs de la loi constitutionnelle s'expriment sur ce sujet-là. Et la CAGE et l'IDGPA, pour essayer d'éclairer la nation, nous avons réuni ce panel. Je crois qu'il ne pouvait pas y avoir de meilleur panel pour parler de la question en droit constitutionnel. Nous l'attendons encore parce qu'il était à la défense d'une thèse qui a été défendue ce matin à l'université de Kinshasa. C'est le professeur Jean-Louis Sambo qui va nous rejoindre. Dans tous les cas, qui partage les mêmes idées que les nôtres. Et Jean-Louis Sambo partageait, il était membre du jury, il nous vient de l'UNIKIN, où il était avec un autre grand constitutionnaliste que nous avons dans ce pays, c'est le professeur Jacques Ndioli. Donc, c'est une question de droit constitutionnel. Il faut que des constitutionnalistes se pointent, ils éclairent la nation. Et vous connaissez l'université de Kinshasa, c'est la plus grande université de notre pays. Et tout le monde connaît qui enseigne le droit constitutionnel à l'université de Kinshasa. Je n'ai pas besoin de vous donner les noms. Si vous montez à la colline inspirée, il n'y a que 4 personnes qui donnent le cours de droit constitutionnel. Le professeur Sambo qui doit venir, le professeur Ndioli, le professeur Kamokuni et moi-même, le droit constitutionnel congolais. En dehors de ces 4, il n'y a pas d'autres grands constitutionnalistes à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Et quand on parle des droits des constitutionnalistes congolais, ce sont ces 4-là d'abord. Non seulement parce qu'ils enseignent, ce n'est pas suffisant, mais parce qu'ils ont publié. Et parce qu'ils assistent aux conférences. Parce qu'ils sont connus parmi les pairs. Parce qu'il ne suffit pas de petits postings sur les réseaux sociaux, Twitter, WhatsApp, Facebook, pour se dire constitutionnaliste. Non, il faut publier, il faut écrire, il faut être connu dans le domaine. Voilà les constitutionnalistes. C'est ainsi que nous nous sommes dit, pour ce panel, il ne pouvait pas y avoir meilleur panel. Jacques Ndioli n'est pas là, il ne vient pas militer dans le même courant. Et l'autre qui vient, et l'autre, le professeur Jean-Louis Sambo. Et ici, il y a un peu plus. Parce que le professeur Jean-Louis Sambo, non seulement qui donne le cours de droit constitutionnel général, mais le professeur Sambo a été l'un des experts qui ont rédigé l'avant-projet de la Constitution de la République que vous avez. Ils étaient à Kisangani, notamment avec les professeurs comme le professeur Banyakou. Ils ont préparé l'avant-projet de la Constitution. C'est cet avant-projet qui est venu au Sénat, qu'on a approuvé à l'Assemblée nationale, qui a été soumis par le gouvernement au peuple et qui a été adopté par référendum. Donc il est en amont. Non seulement professeur de droit constitutionnel, il a rédigé, il a été l'un des rédacteurs de la Constitution et ses idées sont pratiquement les nôtres. Et lui ne s'est pas limité là parce qu'il est constitutionnaliste. Le professeur Jean-Louis Sambo, il a été membre de la Cour constitutionnelle. Et l'histoire retiendra que c'est le professeur Banyakou lui-même qui ont eu le courage de démissionner de la Cour constitutionnelle lorsqu'ils se sont rendus compte que c'est finalement l'état de droit qui était voué à l'inanition. Donc voilà, nous avons voulu qu'il soit là et c'est un constitutionnaliste lorsqu'on parle des constitutionnalistes. Avec nous, dans ce panel, vous avez également Maître Georges Kapiamba, le président de la CAGE. Mais il est aussi constitutionnaliste. Parce que lui, sa spécialité, c'est le droit de l'homme. Et les droits de l'homme sont un chapitre du droit constitutionnel. Évidemment, ils veulent aussi s'émanciper.
Mais nous considérons que les droits humains sont un chapitre du droit constitutionnel et Maître Georges Kapembe est connu dans le pays et sur le continent comme quelqu'un qui s'est particulièrement concentré sur la défense des droits de l'homme, particulièrement sur l'accès à la justice, qui inclut la justice constitutionnelle. C'est pourquoi il est là. Et moi-même, votre serviteur, je suis là pour modérer un peu, pour lancer, et on se connaît. Et j'enseigne le droit constitutionnel à l'Université d'Afrique du Sud. Et c'est moi qui enseigne le droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Et non seulement ça, et à l'époque, parce qu'on ne discute pas de ces choses, tel article, non. Mais parce qu'au moment où on adoptait cette constitution, j'ai eu le privilège d'être en amont au dialogue intercongolais de Sun City, où les bases et les fondamentaux avaient déjà été posés. J'étais à Sun City. Non seulement j'étais à Sun City, mais j'étais au Parlement quand nous discutions en commission la loi dont nous parlons. Donc ce ne sont pas des gens qui viennent sur les Facebook, mais qui connaissent la matière et qui sont spécialistes. Et je vous ai dit, c'est le panel que j'ai réuni, c'est il réunit des constitutionnalistes de ce pays, et parmi lesquels certains des meilleurs constitutionnalistes du continent africain. Voilà, nous considérons que le débat a pris de l'ampleur suite à un problème. Le problème, c'est l'interprétation constitutionnelle. C'est ça qui est à la base du capharnaüm doctrinal en matière de constitution dans notre pays. Comment est-ce qu'on interprète la constitution? Et le problème, il faut le reconnaître, nous avons face à un enseignement ici qu'on ne donne pas dans nos universités congolaises. Le cours de droit d'interprétation, comment interpréter la constitution, n'est pas enseigné dans les universités du Congo. Et nous sommes, pendant des années, on a insisté pour que ce cours figure finalement au programme. Parce que s'il n'y a pas, on ne sait pas comment interpréter la Constitution, on ne peut pas savoir ce qu'elle dit. Et vous savez, parmi les méthodes modernes d'interprétation constitutionnelle, vous avez les méthodes contextuelles, vous avez les méthodes holistiques, vous avez les comparatives, vous avez les méthodes téléologiques qui sont les plus avancées, mais la plupart des juristes congolais, pour n'avoir pas appris ces enseignements-là, ils se limitent plutôt à l'interprétation qui est vieille. C'est l'interprétation, c'est l'exégèse. C'est l'interprétation grammaticale. C'est l'interprétation littérale qui est dépassée. Et comment vous le sentez? Vous le sentez quand quelqu'un, pour tout raisonnement, il vous dit mais il n'y a pas un article qui dit exactement ça. Il n'y a pas de disposition expresse. Montrez-nous l'article. Quand vous me posez, j'ai compris que cette personne-là n'est pas outillée pour interpréter la Constitution. Pourquoi? Parce que la Constitution, c'est un tout cohérent. Il faut lire, pour comprendre la Constitution, le préambule. Vous commencez par nous, peuple congolais. Unis ainsi, jusqu'au dernier article, c'est un tout cohérent. C'est le même esprit qui coule. Il faut une interprétation. Vous ne pouvez pas tirer une disposition constitutionnelle et l'interpréter indépendamment de toutes les autres. C'est ainsi, par exemple, quand dans les débats actuels, certaines personnes vont vous dire, écoutez, mais en France, les anciens présidents sont aussi membres des droits du Conseil constitutionnel. Mais ils ne comprennent rien. Tu ne vas pas comparer le système français avec le système congolais parce que justement, notre constitution n'est pas la constitution française de 1958. Et le Conseil constitutionnel, il n'est même pas l'équivalent de notre cour constitutionnelle. Nous disons les anciens présidents élus sont de plein droit sénateurs à vie. Mais le Conseil constitutionnel français n'est pas à comparer au Sénat. Et le président du Conseil constitutionnel en France, vous savez, il est nommé par qui? Il est nommé par le président de la République. Ce sont des choses différentes, mais vous connaissez, vous comprenez les limites du raisonnement. Il y en a même un autre qui est passé, mais écoutez, même en Belgique, en Belgique, le roi peut abdiquer tout ça. Ah, mais on a compris l'arrière-pensée, c'est que ces gens voulaient à un moment donné instaurer une sorte de monarchie au Congo. Comment vous allez comparer une république à une monarchie? Non. Donc voilà, c'est un problème. Nous, je crois les amis, les collègues, Maître Georges va intervenir, et j'espère que le professeur Sambo est en train de nous rejoindre. Donc il y a un problème d'interprétation constitutionnelle. Il faut comprendre. Et la Constitution, c'est du début à la fin. Et beaucoup de juristes sont ici dans la salle. Vous savez, tout le monde a lu le fameux livre de Montesquieu. Montesquieu, l'esprit des lois.
c'est le livre le plus lu dans toutes les universités du monde. Vous ne serez pas un juriste ou bien un politologue si vous n'avez pas étudié l'esprit des lois rédigé par Montesquieu. Mais je vais vous dire une chose, c'est que la plupart des gens ont retenu chez Montesquieu, c'est tout simplement l'intitulé de son ouvrage et la séparation des pouvoirs. C'est tout. Ils n'ont pas retenu le fond. Montesquieu n'a pas écrit la lettre des lois, s'il vous plaît. Le titre de l'ouvrage de Montesquieu, c'est « L'esprit des lois ». Et la plupart des gens qui entrent dans ce débat, ils ne connaissent pas l'esprit de la Constitution. Ils se limitent à la lettre. Donc voilà donc le thème qui nous préoccupe. Quelques entrées. Nous avons dit, après analyse, d'abord sur le plan des textes, qu'est-ce que sont les textes qui nous viennent à l'esprit? Sénateur à vie. La première référence, et même dans la Constitution, c'est quoi? C'est l'article 104 de la Constitution. Les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie. C'est l'article 104. Où est-ce que vous retrouvez encore les sénateurs à vie? Vous allez le trouver dans la loi portant statut des anciens présidents de la République élus. Vous allez également trouver là. Voilà les textes sur lesquels on se base. Et en dehors de ça, pour la matière, on s'est référé également, les collègues et moi, au droit comparé. Parce que nous ne vivons pas dans une sorte d'îlot pour pouvoir arriver à la conclusion selon laquelle le sénateur à vie ne peut plus revenir comme président de la République. Il nous a fallu examiner le droit comparé. Alors, en examinant les contextes, les sénateurs à vie, ce qui est le plus proche. En France, ce sont les anciens présidents qui sont d'office de droit membres du Conseil constitutionnel. Mais il faut plutôt regarder la Constitution italienne de 1947, qui est plus proche que la nôtre. L'article 56 de la Constitution italienne prévoit que les anciens présidents italiens sont de droit sénateurs à vie. Alors que la France, ce sont les membres du Conseil de droit du Conseil constitutionnel, il faut aller à la Constitution italienne qui vous dit ça. Les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie. Et en Afrique, il faut regarder la Constitution camerounaise de 1996. Elle qui vous dit également que les anciens présidents sont sénateurs à vie. Évidemment, M. Paul Biya a pris trop de temps sans mettre en place le Sénat dans son pays. Vous voulez la référence à la Cour, au Conseil constitutionnel? Au lieu de se limiter à la France, mais il pouvait aussi regarder la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les anciens présidents sont aussi membres de droit du Conseil constitutionnel. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'on peut renoncer? Est-ce qu'on peut renoncer à ces statuts-là? Est-ce qu'on peut renoncer? L'esprit du constituant a voulu, on ne peut pas y renoncer. On ne pensait même pas lorsque nous discutions la Constitution, parce que ceux qui en parlent aujourd'hui n'étaient même pas là. Lorsque nous discutions la Constitution, lorsque le prof Sambo qui peut nous rejoindre à Kisangani, ils examinaient l'avant-projet, il n'était jamais entré dans la tête de personne qu'un sénateur à vie pouvait revenir à la présidence de la République. Jamais. Et vous voyez dans l'exposé des motifs, les principes devant régir l'organisation et le fonctionnement des institutions, dans l'exposé des motifs, le principe 7e, c'est le principe de l'alternance démocratique. Il était ancré, on se dit, tu pars, tu es parti. C'est l'alternance, on ne visait pas une rotation. Et je comprends, nous comprenons l'autre camp, parce que l'un de leurs porte-parole au gouvernement, qui est malheureusement aujourd'hui parti, il racontait au monde entier que c'était clair comme l'eau de roche, le mot alternance n'est nulle part dans la Constitution. Alors que le mot n'était que dans l'exposé des motifs. Il n'avait même pas le temps de lire les 3 premiers feuillets de la Constitution pour se rendre compte que le mot alternance était là. Au lieu de passer le temps à inviter les journalistes aux conférences de presse, mesdames, messieurs, montrez-moi un seul paragraphe. Donc, il n'était jamais entré dans notre pensée qu'il pouvait revenir. On avait l'expérience de Mobutu, 32 ans au pouvoir, tu es sénateur à vie, tu as assumé tes 2 ans, tu pars et tu pars pour toujours. C'était ça l'esprit du constituant.
Ne venez pas, mais où est l'expression express? Nous avons compris vos limites. Voilà l'esprit. Et en droit comparé, vous savez ce qu'on a fait en droit comparé? Lorsqu'on a voulu qu'il renonce au statut, on l'a mentionné. L'article 56 de la Constitution italienne, qui dit que les anciens présidents sont des sénateurs à vie, il mentionne clairement, sauf renonciation expresse de leur part. Là, le constituant a prévu la renonciation. Il dit, sauf renonciation expresse de leur part, ils sont des droits sénateurs à vie. Nous avions, quand nous élaborions, nous adoptions la Constitution, mais nous avions derrière nous la Constitution italienne de 1957. Nous avions avec nous le texte, par exemple, ivoirien, qui dit qu'on peut renoncer comme membre du Conseil constitutionnel. On peut, parce que c'est prévu. Nous avions exclu, sauf renonciation expresse de leur part. Parce qu'ils ne pouvaient pas renoncer. Donc tout autre débat serait superflu. Parce que quand on interprète la Constitution, il faut se situer dans le contexte. Quel était notre contexte? Nous avions exclu, nous connaissions ces mots-là, qu'ils pouvaient renoncer, sauf renonciation expresse de leur part. Nous avions vu ces termes-là dans la Constitution italienne. Nous avons vu des textes analogues dans la Constitution de la Côte d'Ivoire. Nous les avions retirés pour dire qu'ils ne pouvaient jamais renoncer dans notre cas. C'est ça la réalité en droit constitutionnel congolais. Alors celui qui vous parle de blabla, c'est lui qui fait du blabla. Il ne peut pas y renoncer. Et quand est-ce que commence? Quand commence le statut du sénateur à vie? Ce n'est pas la validation des mandats. Il commence quand le président en fonction devient ancien président. Et c'est l'article 70 de la Constitution. Que le président reste en fonction jusqu'à l'entrée, à l'installation effective de son successeur du président élu. Et quand est-ce que cette installation effective a lieu? C'est l'article 74 de la Constitution. Avant l'entrée en fonction, il prête serment. Il ne peut pas y renoncer. Parce qu'on n'a pas voulu qu'il y renonce. Tout autre débat est superflu. Et lorsque vous voyez même, on vous dit, vous avez l'article 108 sur les incompatibilités. Disons d'abord un mot. Le sénateur à vie, ce n'est pas un sénateur comme tous les autres. Regardez l'article 104, 105, 106 et même 107. Comment il n'est pas un sénateur comme les autres? Les autres sénateurs sont élus pour 5 ans. Lui, il est à vie. Les autres sénateurs sont élus par l'Assemblée provinciale. Lui, il n'est pas élu par une Assemblée provinciale. Les autres sénateurs ont des suppléants. 2 suppléants. Celui-ci n'a pas de suppléant qui peut prendre à sa place. Donc c'est un sénateur spécial. Donc il ne peut pas renoncer à cela. Et l'autre raison, j'ai dernièrement utilisé une phrase laconique, mais les gens l'ont parfois mal considérée. J'ai dit que notre sénateur à vie, s'il veut revenir à la présidence, il doit mourir et ressusciter le 3e jour. Mourir et ressusciter le même jour. S'il veut revenir. Mais aujourd'hui, je vais ajouter quelque chose. Non seulement il doit mourir et ressusciter le 3e jour, mais il doit ressusciter avec une nouvelle identité. Il doit ressusciter, je me suis rendu compte en réfléchissant que ce n'était pas suffisant de mourir et ressusciter le 3e jour. Il doit ressusciter sous une nouvelle identité. Et là, tout simplement, l'argument est aussi simple que celui que nous vous communiquions au début, lorsque nous disions que M. Kabila ne pouvait pas avoir un 3e mandat. Et on nous a produit tout. Nous sommes habitués à tout ce qu'on dit de nous sur les réseaux sociaux. Vous savez que dans ce pays, on nous a tout produit. Même un certain chercheur, Mirindi, de la dernière heure, qui était devenu le chouchou de tous les médias. Et nous cherchons, j'ai bien envie de le retrouver. Il est recalé. Il ne peut pas revenir. Et la phase ultime, c'est quoi? C'est le même article que nous vous donnions. C'est l'article 220. Tout simplement, c'est l'article 220. Parce que quand il reviendra, ce sera pour le 40e mandat.
Oui, supposons qu'il revienne. Ok, il est élu, rien ne l'interdit. Il reviendra pour quel mandat? Lorsque la Constitution dit que le nombre et la durée ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Et il n'y a pas eu de révision constitutionnelle. Et le nombre de mandats est limité à 2. Dites-moi votre sénateur à vie, quand il va venir, c'est pour quel mandat? Ce sera le premier. Mais ce sera le 3e mandat interdit par la Constitution. C'est tout aussi simple que ça. Je voudrais reprendre. C'est le même article aussi simple lorsqu'on dit mais il n'y a pas d'expression explicite. Je vous renvoie à l'article 220. Vous allez le ressusciter, il revient. Ok, nous voulons le recevoir. Mais pour quel 40e mandat? Vous avez le 3e, vous allez dire c'est le premier. Non. Ce sera le 3e mandat. À moins, comme je vous l'ai dit, ils reviennent, ils ressuscitent avec une nouvelle identité. Voilà, donc je vais m'arrêter parce que le temps, il faut vous donner la parole aux journalistes. Et puis avant cela, c'est mon collègue Georges qui va intervenir. Je dis tout simplement, il ne peut pas revenir, c'est terminé. Et je peux vous assurer qu'il ne reviendra pas. C'est de la distraction pure et simple. Et vous savez, on nous reproche souvent d'avoir la haine, mais moi je suis parmi ceux qui aiment le plus notre sénateur à vie. En tout cas, pourquoi? Parce que, je l'ai dit, le sénateur à vie, pourquoi nous parlons, et je le cite même. Mais parce que le sénateur à vie n'appartient pas à un parti politique. Lorsque tu deviens sénateur à vie, le titre t'a été donné par le peuple congolais lui-même. Tu appartiens à la nation. Un parti politique ne peut pas s'approprier un sénateur à vie. Un regroupement politique ne peut pas se l'approprier. Parce qu'il n'a même pas de province qu'il représente. Il ne représente même pas un parti politique. Il nous appartient à nous tous. Donc, messieurs, cessez de l'embrigader. Il ne vous appartient pas. Et puis, il ne reviendra pas. Et les amis, qu'on le laisse tranquille. Mais ce qui est marrant, c'est quoi? C'est que pendant 18 ans, tous ces universitaires, tous ces professeurs d'université, incapables de prendre la place du sénateur à vie. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Que tous ces diplômes ne valent rien. Pendant 18 ans, il n'y a personne. Mais qui laisse notre sénateur à vie tranquille. S'ils ont besoin d'un président, moi je suis disposé à les aider. Et je peux mettre président du PPR de demain ou du FCC. Sinon pas une autre personne. Parce qu'on doit laisser tranquille notre sénateur à vie. Il ne reviendra pas. Le discours que vous entendez, c'est du n'importe quoi. C'est la distraction. Mais comme nous sommes en démocratie, que nos amis s'organisent pour préparer l'élection de 2023. Et puis vous savez pourquoi il n'aime pas notre sénateur à vie? Vous voulez que, même si par impossible il s'est présenté, ce serait sur base de quel bilan, chers amis? Pour dire quoi? Vous voulez qu'il soit battu à plate couture? Mais en réalité, vous voyez, j'aurais voulu qu'il se... Si la loi ne l'interdisait pas, je suis de ceux qui auraient souhaité qu'il revienne. Si la loi le lui permettait. Mais on n'a pas envie de faire ridiculiser notre sénateur à vie. Ils ont besoin de ridiculiser notre sénateur à vie. Il va faire campagne sur base de quel mandat? La gratuité de l'éducation qu'il aura amené? Ou quoi? Non, qu'on le laisse tranquille. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Je reviendrai dans les débats. Les questions sont simples. Ce débat est terminé. Ce débat, il n'y a pas de débat. Le débat, on va le laisser seulement chez les tambourinaires. Ou ce que moi j'aime souvent appeler les guignols scientifiques. Les turiféraires qui s'inventent, qui se proclament constitutionnalistes, mais du point de vue du droit constitutionnel congolais que j'enseigne, et que mon collègue, je sais qui enseigne, il n'y a pas de débat là-dessus. Ça devient un débat de la politologie, un débat de la philosophie qui n'a pas de la place. Même sur cette question de l'éligibilité d'un sénateur à vie, je pense que je ne pourrais plus revenir sur les considérations que le prof a déjà développées. Ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est de pouvoir essayer d'analyser avec vous, sous l'angle des droits et libertés fondamentaux des citoyens, tels que garantis par la Constitution de notre pays, s'il peut être encore possible à quelqu'un qui se trouverait dans l'hypothèse d'un sénateur à vie, c'est-à-dire le sénateur
tel que défini par les articles 104, 108 de la Constitution, mais aussi par le statut des anciens présidents, si celui-là peut-il avoir les soutiens des organisations de défense des droits de l'homme que nous sommes, à soutenir le fait qu'il peut aussi se présenter en tant que candidat à la présidence de la République. Nous avons analysé la question. Nous nous sommes rendus finalement compte qu'il y a quand même un élément qu'il faut d'abord préciser, parce que nous l'avons entendu dans certains arguments de nos compatriotes du camp politique proche à l'unique sénateur à vie que nous avons à ce jour. Et d'ailleurs, lorsque nous discutons de ces questions, ça donne l'impression que nous nous adressons qu'à l'ancien président Joseph Kabila, ce qui est tout à fait normal parce que c'est l'unique que nous avons qui répond à ces critères à ce jour. Je voudrais, avant de soulever cet élément, préciser, comme le prof l'a mentionné, que les droits fondamentaux, les libertés fondamentales occupent une place de choix dans notre Constitution. Et il faudrait que nous puissions les savoir. Et nous devons nous battre, et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes toujours battus pour que cette Constitution ne puisse pas être modifiée. Parce qu'elle donne une part importante à la protection, à la garantie, à la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Nous avons d'ailleurs un titre, le titre 2, qui est intitulé « Droits humains, des libertés fondamentales et devoirs des citoyens et de l'État ». Ce qui est une innovation importante parce que dans ce titre, non seulement que vous allez retrouver des dispositions qui énoncent un certain nombre de droits et libertés fondamentaux des citoyens, mais nous avons aussi des devoirs à la fois des citoyens, mais aussi de l'État vis-à-vis des citoyens. Alors, s'agissant de la question qui occupe le débat de ce jour, nous avons essayé de réfléchir pour savoir si, au regard des droits et libertés fondamentaux garantis aux citoyens par notre Constitution, un sénateur à vie peut-il avoir le soutien des défenseurs des droits humains? Il est important d'abord de rappeler par rapport à un détail important que lorsque vous lisez la Constitution de notre pays, il est important de faire la différence entre un chef de l'État qui a commencé un mandat, qui a fait un mandat et qui a prétendu encore avoir un deuxième mandat qu'il n'a pas encore terminé pour enfin être appelé ou considéré comme ancien chef d'État. Et c'est lorsqu'on a fait le mandat, on a brigué un premier mandat, on a fait ce mandat, et si on a eu l'intention de demander un deuxième auprès du peuple, on l'a eu, on l'a fini, à ce moment-là, vous tombez sous la définition de l'ancien chef d'État. Ou soit que vous avez brigué un seul mandat, vous avez renoncé à pouvoir de solliciter un deuxième mandat. Cela est important, pourquoi? Parce que nous considérons que lorsque vous lisez l'article 220 de la Constitution, la volonté du constituant était de pouvoir autoriser à celui qui a été président de la République, qui vient de gérer, de pouvoir, s'il le souhaite, solliciter un deuxième mandat et l'accomplir, de manière à ce qu'il ne puisse pas tomber sous la définition et les interdits qui sont opposés à l'ancien chef de l'État. Et donc, nous considérons que l'unique ancien chef d'État que nous avons à ce jour, à savoir Joseph Kabila, ayant fait un mandat et un deuxième de manière successive, il tombe sous les coups
deux interdits qui sont posés à la fois par la Constitution, mais aussi par la loi portant statut du chef de l'État, et que par conséquent, il ne peut pas être soutenu dans une quelconque défense allant dans le sens de solliciter un autre mandat, parce qu'à ce moment-là, ça porterait atteinte de manière grave à la Constitution, à l'article 220 de la Constitution, mais aussi à l'esprit de la Constitution elle-même qui se dégage du préambule. À travers cet esprit, le peuple congolais a voulu à ce qu'il ne puisse pas y avoir un président pouvant passer au poste de président de la République et y demeurer pendant plus de 10 ans. Donc il peut faire 5 ans une fois, 5 ans pour la deuxième fois, mais après les 10 ans, il ne peut plus prétendre assumer encore les mêmes charges. Et c'est là, se dégage du préambule de la Constitution, où nous tous, nous avions souhaité qu'il puisse s'imposer comme principe celui de l'alternance politique. C'est-à-dire éviter qu'un président qui va faire plus de 2 mandats ne puisse avoir davantage le goût un jour se transformer encore en président autoritaire, et cela va porter atteinte à l'état de droit démocratique que nous avons tous souhaité. C'est la raison pour laquelle nous encourageons vivement les partis regroupements politiques qui sont en train de s'organiser, parce que nous les constatons de plus en plus à travers des matinées politiques, des congrès, des journées de réflexion et consorts, en prévision des échéances électorales de 2023, de pouvoir se pencher sur cette question et considérer qu'ils ne pourront pas avoir notre soutien si il arrivait qu'ils puissent se ranger derrière quelqu'un qui a déjà accompli 2 mandats successifs en tant que président de la République, parce que, à notre analyse, nous considérons que ces concitoyens ne peuvent plus être considérés comme éligibles au terme de l'article 5 de la Constitution ou des autres dispositions qui s'appliquent particulièrement aux fonctions du président de la République. Donc il ne faudrait pas qu'on pense nous jeter des pierres en disant nous n'agissons pas de manière indépendante ou de manière impartiale parce que nous ne défendons pas les droits de tout le monde sur le même pied d'égalité. Ici, il est clair qu'au terme de la Constitution, des dispositions, le prof les a déjà abondamment explicitées, mais aussi, lorsque nous lisons l'article 220, il n'y a pas de confusion à faire. Nous avons suivi un membre du groupement FCC faire allusion à ça, en prétextant, et je termine par là, en prétextant, mais si telle est la lecture de la Constitution, de considérer que celui qui a été président devient automatiquement un sénateur à vie et que d'office il ne peut plus briquer notre mandat, alors il faudrait qu'on applique cette règle-là au président en fonction. Nous considérons que l'article 220 autorise le président en fonction, lorsqu'il n'accomplit qu'un seul mandat, à pouvoir solliciter un deuxième, sachant qu'après le deuxième, il ne peut plus revenir. Donc c'est différent. Ici, il y a l'autorisation de la Constitution et par conséquent, on ne peut pas lui appliquer les articles 104, 108, moins encore la loi portant statut de chef d'État. Donc il est important qu'il comprenne bien la quintessence de l'article 220 pour ne pas prétendre appliquer cette incompatibilité aussi au président en fonction. Donc, il en sera autant. Si demain après-demain, le président en fonction finit son mandat, il brigue un deuxième, nous devrions, nous, le peuple congolais, lui dire même vous ne devrez plus rêver un jour revenir en tant que candidat président de la République parce que la porte est déjà fermée pour vous, les anciens présidents de la République. Donc voilà ce que j'avais ajouté. Vu sous l'angle de protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens, il n'est pas possible
pour nous de soutenir la démarche d'un ancien président qui a fait 2 mandats successifs parce qu'il est empêché de pouvoir prétendre encore à ce poste par les articles 104, 108 de la Constitution, mais aussi par les statuts, la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Je vous remercie. Merci, merci. Alors, mesdames et messieurs, vous avez remarqué qu'il fait très chaud, donc le courant nous a trahis, mais voilà. Nous essayons de faire avec. Donc peut-être que la petite climatisation, la petite ventilation ne prendra pas assez longtemps. Donc, vous allez donc poser des questions, mais s'il vous plaît, évitez-nous les histoires. Évitez-nous vos histoires et surtout vos longues explications. Posez des questions, alors que des questions, et puis les professeurs vont vous répondre. Donc s'il n'y a pas de questions et que vous pensez qu'il y a une histoire à raconter sur ce que vous avez vécu dans le temps, je vous conseillerais de voir le prof après. Vous allez poser des questions. Alors on commence par 5 questions. D'abord, vous vous identifiez, vous posez votre courte question, et puis on passe très rapidement. Oui. C'est par le dernier intervenant, c'est Dani. Oui. Mais je ne sais pas à quel niveau vous avez pris le débat. L'argumentation n'a pas été... Peut-être vous êtes venu en retard. Nous n'avons pas fixé le débat sur les incompatibilités. Et en réalité, vous êtes en train de dire ce que moi j'avais dit. Donc, je ne sais pas, vous n'avez vraiment, à mon sens, vous n'avez pas... Vous dites ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de dire, si vous combinez, j'ai parlé de l'article 70, et j'ai dit que l'argument final, il était aussi simple que celui que nous donnions pour réfuter le 3e mandat de M. Kabila. Je ne sais pas, mais notre article 220 est aussi clair que la Constitution américaine. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats. C'est aussi clair. Hein? Le constituant l'a dit clairement. Mettez 70, mettez donc... On a procédé ici à une interprétation un peu systémique. On a essayé de recouper tous les arguments, donc on n'a pas basé l'argumentation sur les incompatibilités. C'est pourquoi je ne veux même pas répondre à la question assez simple. Qu'est-ce que c'est qu'une l'inéligibilité, l'incompatibilité, ça on laisse. Ce sont des choses pour nos étudiants à la faculté là. Donc, vous avez dit la même chose que nous. Vous avez déploré aussi que ça n'ait pas eu lieu à l'université. Mais je constate que vous avez même posé plus de questions que les journalistes. C'est comme une conférence débat, où est la différence? Il n'y a pas de différence. Vous avez posé plus de questions que la presse elle-même. Donc c'est clair, on est allé au-delà pour interpréter la Constitution dans l'ensemble. J'ai dit, il ne peut pas redevenir président de la République. Et vous avez donnez-leur l'article 220 et combinez avec les autres. C'est simple. Et autre chose, vous avez vu le titre de notre conférence, le thème, c'est de l'éligibilité du sénateur à vie en droit constitutionnel congolais. Donc nous avons voulu, et surtout sachant que c'est une conférence de presse, ça intéresse notre peuple, l'accent est mis sur le droit constitutionnel congolais. Je ne veux vraiment pas, et le pauvre m'excusera, je ne voudrais pas entrer dans le débat sur le système français. Parce que même la théorie du mimétisme, elle porte des doutes. Lorsque vous mettez côte à côte la Constitution du 18 février 2006 et la Constitution française de 58, mais il y a beaucoup de choses différentes. En commençant par le préambule. Ce n'est pas le même préambule que vous placez dans la Constitution française de 58. Commencez même par notre article 1er. Nous disons la RDC dans ses frontières au 30 juin, un état de droit. Nous commençons par là. Vous n'allez pas trouver l'expression état de droit dans la Constitution française. Évidemment, même si c'est traduit par l'égalité. Voyez même le titre 2e qui concerne les libertés, les droits et libertés. Vous ne trouvez pas ça dans la Constitution française. Les devoirs. Notre article 64, le peuple a le droit de s'opposer. Vous n'allez pas trouver ça dans le système français. Nous avons une cour constitutionnelle. Les Français n'ont pas de cour constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a des attributions analogues, mais le Conseil constitutionnel n'est pas une cour constitutionnelle. C'est pourquoi les Ivoiriens sont en phase de transformer leur Conseil constitutionnel en cour constitutionnelle. C'est la même chose au Sénégal où le débat est en cours pour se passer. Ça, c'est un héritage colonial d'avoir emprunté plutôt le Conseil constitutionnel, on l'amène en Afrique. En Côte d'Ivoire et au Sénégal, le débat est pour qu'on transforme le Conseil constitutionnel en cour constitutionnelle. Il y a effectivement quelques dispositions qui viennent dans le cadre de l'internationalisation du droit constitutionnel. Mais tout le monde a emprunté chez tout le monde.
Le droit à l'égalité, prenez toutes les constitutions, vous allez le trouver presque de la même façon. Mais ce n'est pas pour dire que nous devenons la petite sœur de la Constitution française. Et j'ai vraiment des problèmes. Ce n'est pas du mimétisme. Il y a des choses nouvelles. Et vous voyez la motivation pour laquelle on est arrivé à ceci. Vous voyez le préambule, c'est totalement différent, même s'il y a des emprunts. C'est bon, je m'excuse, donc je n'entrerai pas dans ce qui est français. Mais en disant aussi, ce qui n'est pas permis, ce qui n'est pas interdit est permis. Quelle est la valeur de ce principe général de droit? Quelle est sa valeur? Parce que ça revient souvent dans les réflexions chez les juristes congolais, mais ce qui n'est pas permis, ce qui n'est pas interdit est permis. Quelle est sa valeur? Quelle est la valeur d'un principe général de droit parmi les sources de droit? Et ça pose un problème. Donc, le constituant doit le dire clairement. Le constituant français a dit « Nul ne peut exercer plus de 2 mandats successifs. » Nous, et l'honorable l'a dit, il était au Parlement, nous savions ça. Nous l'avions exclu. Nous l'avions exclu. Parce que nous ne voulions pas, pour nous, tu ne peux pas, après 2 mandats successifs, tu vas faire la poutine. Non. Cette formulation-là qu'on trouve à dans la Constitution française, on la trouve également dans la Constitution russe. 2 mandats successifs, c'est ça qui a permis à Poutine de faire le jeu qu'il a fait avec Medvedev. Parce que tout simplement, la Constitution russe a la même disposition que nul ne peut exercer 2 mandats successifs. Poutine a fait 2 mandats, il est allé se reposer, il est devenu Premier ministre, et puis il est revenu parce que la Constitution le permettait. Mais nous, peuple congolais, nous n'avons pas permis ça, nous avons exclu successif. Donc, tu es parti, tu ne dois pas revenir. Donc, pour la presse, retenez l'article 220, je vous ai dit, il doit mourir, ressusciter, mais avec une nouvelle identité. Parce que sinon, ce sera le 3e mandat. Est-ce que le 3e mandat est-il permis? Non. Donc même si on se limite à ça, c'est terminé ça. Le reste, ça devient un débat académique. Et d'autres questions qui ont été posées, le principe, la loi est claire et tout ça, on est en matière d'interprétation. La loi est claire. Mais ce n'est jamais sûr de dire qu'une loi est claire. Parce qu'une loi contient plusieurs articles. Cela ne signifie pas que la loi c'est un ensemble d'articles. Est-ce que tous les articles de la loi peuvent être clairs? C'est peut-être aussi une généralisation de notre part. Il y a toujours des sujets qui sont en matière à interprétation. Je donne souvent l'exemple. Tout le monde a droit à l'égalité. Quelqu'un peut-il ici me définir ce que c'est que l'égalité? Dans un cas précis, qu'est-ce que c'est l'égalité? Vous allez devoir l'interpréter d'une façon systémique et contextuelle. Tout le monde devant moi ici, nous avons tous droit à la dignité. Définissez qu'est-ce qu'on entend par dignité la personne humaine. Qu'est-ce que c'est que la dignité? Donc c'est une matière, il y a tout, même quand c'est clair, on doit interpréter. Nous n'allons pas accepter en gros, lorsque la loi est claire, il n'y a pas sujet d'interprétation. C'est ce que le juge constitutionnel congolais a fait. Le juge congolais qui est spécialisé dans des hérésies, qui a dit que lorsque la loi est claire, mais c'était faux qu'il leur a dit ça. Non, on ne va pas gober ça. Et donc, beaucoup de choses sont en matière à interprétation. Le mandat est limité. Et c'est clair. Pas plus de 2 mandats. Le sénateur à vie, il doit se reposer, jouir de la vie. On nous a toujours dit qu'il était jeune, qu'il n'a pas eu le temps de profiter. Voilà le temps de profiter. Oui, c'est surtout quand on a sacrifié sa jeunesse pendant des années. Le temps est venu d'en profiter, qu'on le laisse tranquille. Et l'article 6, j'ai dit au pauvre, donc nous on a enlevé les successifs. Et je crois que Dani, vous avez dit ça sent la poudre rouge. C'est quel débat? Ça sent la poudre rouge. Mais ça sent la poudre chez les ignorants. Où est-ce que vous avez vu sentir la poudre? C'est clair, il ne peut pas revenir. Et je vous dis, tout ce que nous disons ici, c'est théorique, il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. Donc, pour ceux qui doivent donner leur article 70, interpréter globalement la Constitution, aller à l'exposé des motifs, l'alternance, nous n'avons pas prévu la rotation. Tu vas manger, tu rentres. Tu vas manger, puis tu rentres. Tu crois que le pays t'appartient à toi? Il n'y a pas d'autres personnes, mais il faut avoir même honte de soulever ce débat. 100 millions de Congolais, vous allez me laisser moi seul, qui suis capable, qui sont compétents en tout,
je peux aller me reposer, vous tous là, vous êtes des ignares, vous ne pouvez rien pour la République, vous devez attendre que je revienne. C'est honteux un tel débat. C'est vraiment honteux. Je termine un peu par la pensée de Chinua Achebe. Vous savez, Chinua Achebe, c'était un grand romancier nigérien. Il a écrit, pour beaucoup qui ont écrit l'anglais, il a écrit un roman en 3e année dans le Book Tree. On lisait déjà Things Fall Apart. Et puis il a écrit les entrées de les termitières de la savane. C'est là que je veux terminer ma réponse avant de passer la parole à mon collègue. Dans les termitières de la savane, le romancier Chinua Achebe, il utilise une figure impressionnante. Vous savez, les termitières, c'est comme des bâtiments. Mais qui font les termitières? La reine est au centre, n'est-ce pas? Ce sont des petits soldats avec un peu de salive qui vont construire une sorte de monument. Quelle était la moralité de Chinua Achebe? Les dictateurs ne sont jamais nés. Ils sont faits, ils sont fabriqués par les tambourinaires. Ce sont tous ces intellectuels corrompus qui, en flattant, et puis une personne devient dictateur. Et bon, la dernière réponse, là, le sénateur a vu, je n'ai pas voulu m'apaisanter là-dessus. Mais c'est encore prématuré pour moi. Parce que qui leur a dit que Félix Tshisekedi ne sera pas réélu président de la République? Surtout vous, si vous ressuscitez le sénateur à vie. Mais si c'était possible, mais on allait le battre systématiquement. Qui leur a dit qu'il ne sera pas réélu? Et puis s'il n'est pas réélu, il peut décider, je ne reviens pas pourquoi il doit s'entêter. L'Afrique du Sud a eu Mandela, le grand Mandela. Et Maître Hubert peut en témoigner. Le grand Mandela, quel prestige pour Nelson Mandela. S'il fallait une présidence à vie, mais on allait la donner à Nelson Mandela pour qu'il revienne. Il lui-même était président à vie de la République sud-africaine pour tout ce qu'il a fait pour la nation arc-en-ciel. Mais il fait un mandat, il termine un seul mandat, il avait droit à deux, il s'arrête. Mais je suis professeur en Afrique du Sud. Je n'ai pas vu des intellectuels sud-africains pour venir dire, écoutez, mais Mandela, c'est celui qui a mis fin à l'apartheid. Donnez-lui un deuxième mandat où Mandela peut revenir. Je n'ai pas vu ces débats. Vous dites que ça sent la poudre. Je n'ai pas vu ces débats en Afrique du Sud. Il y a question, on peut se poser des questions dans quel pays on en est. Je n'ai pas vu les gens se battre pour Mandela, le grand Mandela, lorsqu'il a dit « je me retire ». Mais ici, vous avez toujours les gens, alors qu'ils se disaient même de l'opposition, dans ce débat, pourquoi est-ce qu'on avait des réserves? Mais parce que mon grand frère et mon meilleur ami n'est pas encore sorti. Et il ne sortira pas. Ce sont d'autres universitaires, non, mais il peut revenir. Mais tu es du côté de l'opposition. Comment tu deviens subitement un conseiller non, c'est ridicule, il ne reviendra pas. C'est un débat qui n'honore pas la nation. Mais Jean-Louis, le pauvre Jean-Louis n'est pas là et je m'excuse pour lui. Et en réalité, avec lui, on est lundi en Afrique de l'Ouest pour réfléchir sur le changement constitutionnel de gouvernement en Afrique comme expert de l'Union africaine en matière de constitutionnalisme. C'est ça être constitutionnaliste. Donc on ne revient pas, le monsieur ne reviendra pas. Préparons la démocratie. Nous avons tant de gens qui sont capables, tant de gens qui peuvent nous remplacer. Mandela disait, je ne suis pas irremplaçable. Les intellectuels qui maintiennent ces débats, qui sentent la poudre, doivent avoir honte. Ça fait honte pour le Congo. Ça fait honte quand on va dans le continent qu'on vous dise, non mais au Congo là-bas, mais à peine ils viennent d'aller à la transition, 80 millions de Congolais, ils sont incapables, ils veulent rappeler l'ancien dirigeant. Et il y a des intellectuels en train de fabriquer des théories pour vous dire non, il peut rentrer et tout ceci. Merci beaucoup. Alors, ce maître Georges Kapemba qui répondra et puis on va terminer, on va clôturer la... Notre ami les juristes chercheurs a posé la question en se référant à une déclaration qui aurait été faite par le juge Bolivar. Bon, il a dit que c'est connu de tout le monde. Moi, je n'ai pas suivi ça. C'est possible que je n'ai pas lu. Je sais que ces derniers temps, les gens écrivent ou les gens attribuent beaucoup de choses aussi à certaines personnalités à travers les réseaux sociaux. Il faut qu'on fasse toujours très attention. D'abord, je ne sais pas, il s'agit d'un juge constitutionnel ou un pénaliste. Je ne sais pas, on dirait qu'il est parti, notre ami, qui a posé la question.
C'est vous? Sur... Les juges bolivariens. Oui, c'était moi. Il est juge constitutionnel? Constitutionnel bolivien. Français? Non, les juges constitutionnels boliviens. Bolivien. Ah, d'accord. La Bolivie. Ok. Que lui s'est invité au débat portant sur la limitation des mandats. Exactement. D'accord. Alors qu'il aurait dit que le fait de limiter les mandats serait violer les droits de l'homme. Voilà. Mais je pense qu'il faut qu'on retienne une chose, c'est que dans une société de droits démocratiques, il peut être décidé de limiter l'exercice de certains droits dans l'intérêt de la sauvegarde de l'ordre public ou des droits collectifs des autres membres de la société. Donc cela, quand c'est accepté par le fait, soit de la Constitution ou de la loi, la personne qui se sentirait, par exemple, victime de telle atteinte, ne pourra pas avoir gain de cause, même si elle s'adressait auprès du juge constitutionnel ou un autre juge qui serait fondé à pouvoir examiner les dits litiges. Donc, tout en reconnaissant que le droit d'être éligible est l'un des droits qui est prévu, reconnu à tous citoyens, notamment par l'article 5 de notre Constitution, mais vous devez aussi retenir, en vous éloignant de cette déclaration ou de cette position du juge bolivien, en considérant que l'article 220 limite l'exercice de ces droits, en considérant que s'agissant des charges du président de la République, on ne peut pas l'exercer plus de 2 fois. C'est-à-dire on ne peut pas briguer les mandats en tant que candidat président de la République, gagner et exercer plus de 2 fois. Si vous revenez pour la 3e fois, on va vous dire cela est interdit par l'article 220 et vous ne pouvez pas considérer que votre droit a été violé dans cette hypothèse-là, parce que ce principe de pouvoir accéder aux charges publiques, d'accéder aux postes qui sont organisés par l'administration publique, c'est reconnu uniquement pour les postes où il n'y a pas de limitation telle que ce cas que nous analysons, qui est prévu par l'article 220 par la Constitution. Donc, s'agissant des autres postes où la limitation n'est pas érigée directement par la Constitution ou par la loi, à ce moment-là, vous pouvez vous en plaindre si il n'y a pas une autre disposition qui vous empêcherait, comme notre ami a évoqué le cas de quelqu'un qui a travaillé comme agent ou fonctionnaire de l'État, qui a déjà arrivé au terme de son contrat parce qu'ayant atteint l'âge de la retraite, il ne peut pas se plaindre s'il a tenté de redemander encore le même poste auprès de l'administration et qu'on lui dirait que vous êtes frappé par la disposition qui prévoit qu'au-delà de tel âge, vous ne pouvez plus revenir. Donc, je pense que c'est ça la réponse qu'il faut vous donner. Et je voudrais terminer par la question de l'incompatibilité. Vous avez dit, mais je crois que par rapport à la question de compatibilité, le prof a répondu qu'ici, il faut analyser le cas de l'ancien sénateur, donc l'ancien président de la République, devenu sénateur à vie par rapport à l'analyse des articles 70 et 220, en considérant que l'article 220 a déjà posé les principes pour que personne ne puisse revenir plus de 2 fois en tant que président ou exercer ses mandats en tant que président. Et il faut aussi vous rapporter à l'une des options fondamentales. Il faut lire le préambule. Il est précisé que l'une des options fondamentales prévues par cette Constitution, c'est notamment l'alternance politique, qui sous-entend qu'il faut permettre à tout le monde de pouvoir participer et partager les sacrifices liés à ces fonctions. Donc, partage des charges. C'est pour éviter qu'un seul individu ne puisse penser qu'il est l'omniprésent, qui peut lui seul s'occuper de la charge de diriger la nation, alors qu'il y en a d'autres aussi qui peuvent aussi y arriver.
Donc voilà ce que je pouvais vous réserver comme réponse. Pour le reste, je crois que le prof a déjà répondu, mais nous devons considérer que, en termes de droits de l'homme, quelqu'un qui a déjà épuisé les 2 mandats par le fait d'avoir géré l'État en tant que président successivement ne peut plus revenir, et lorsqu'il lui sera empêché de pouvoir exercer ces droits-là, il ne doit pas prétendre à une quelconque violation des droits de l'homme. Alors, merci beaucoup, chers journalistes et chers auditoires. Le professeur Mbata va donc clôturer cette cérémonie. Je rappelle que c'était l'IDGPA et ACAJ qui se sont entendus pour essayer d'apporter la clarté à l'opinion au sujet du probable retour de l'ancien président de la République et devenu sénateur à vie. Et donc, vous avez certainement entendu la première phase de la réflexion. Ils ne sont pas entrés dans le fond parce qu'ils ont dit que la question n'est pas encore totalement abordée. Et le prof attend que son grand frère puisse sortir. Et donc, on attend que le grand frère du prof puisse sortir. Comme ça, on reviendra un autre jour pour recadrer les grands frères au cas où le grand frère sortirait de la ligne. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci. Je crois que je remercie aussi Maître Georges Kapiamba pour la réponse qu'il a donnée. Parce qu'effectivement, il a raison. Un état de droit constitutionnel, c'est un état de limitation. Tous les droits ne sont pas absolus. Et vous savez, même le peuple se limite lui-même. Prenez par exemple l'article 162 de la Constitution, qui vous dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont définitifs. Ils ne sont susceptibles d'aucun recours. Le peuple s'est limité. Le peuple fait quoi? C'est le peuple qui a accepté d'être limité quand les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun appel. Donc c'est un système d'autolimitation. Donc je voudrais remercier la CAJ et puis mon équipe de l'IDGPA pour cette manifestation. Mais je remercie les amis qui sont là. Il y a Maître Robert, Honorable Omer, ce sont des collègues, ce sont des parlementaires. Nous avons le collègue professeur Chilumba, il vient de Kanangalaba. Et merci de nous avoir honorés. Nous avons le conseiller Hubert Chiswaka, qui a dirigé pendant des années, qui continue l'IRDH, l'Institut pour la recherche en droits humains à partir de Lubumbashi. Donc, Maître Hubert Chiswaka, merci d'être venu. Nous étions également honorés par une députée, l'honorable Eugénie Tchela, qui est députée de Kananga. C'est la meilleure élue. La meilleure élue députée de l'UDPS dans toute la province du Kasaï central. On va lui transmettre et nous a honoré d'être là. Et c'est pratiquement l'une des rares dames qui était dans la salle. Et je remercie également dans l'audience les dames qui sont là. Je remercie, il y a des amis, il y a des collègues, il y a des étudiants en DS, il y a tous les journalistes, la presse qui est venue. Merci. Vous n'êtes pas venus ici honorer des hommes, on est venu échanger sur des questions de droit constitutionnel. On n'est pas venu ici parler des individus. On parlait des sénateurs à vie, même si, vous savez, le sénateur à vie, il n'y a qu'un seul. C'est comme si on parlait du président Félix Tshisekedi. Il est en même temps une personne et puis une institution. Donc, nous avons dit pour terminer qu'il est inéligible. Nous avons abordé la question sous l'angle du droit constitutionnel, de l'éligibilité en droit constitutionnel congolais. Si vous voulez continuer le débat, continuez peut-être en droit constitutionnel portugais. Continuez peut-être en droit constitutionnel malgache, ou tanzanien, ou algérien, ou russe, ou biélorusse. Mais en droit constitutionnel congolais, ce débat, il est à ce niveau-là où on en a parlé. Lorsqu'on voit l'exposé des motifs, le préambule, l'esprit du constituant, et même la lettre, et en évoquant notamment l'article 70 et le fameux article 220, vous comprenez que le sénateur à vie ne peut pas revenir pour un troisième mandat, du reste interdit par la Constitution. Ce n'est pas possible de ressusciter, ce n'est pas facile de ressusciter. Évidemment, on sait dans ce pays qu'il y avait des prophètes qui disaient qu'ils allaient ressusciter le troisième jour, mais ce n'est vraiment pas garanti de mourir et d'avoir l'assurance de ressusciter le troisième jour. Et sur la même identité. Donc, ce n'est pas possible. C'est un débat impersonnel, vous l'avez vu. Et on a voulu apporter l'essentiel. On a voulu qu'on soit sur la colline. Mais je crois que le droit constitutionnel n'a un sens que si nous pouvons traduire ces notions compliquées
qu'elle devienne accessible à notre peuple, qu'ils comprennent. Ça ne doit pas seulement être un droit des intellos, des diplômés, non. Notre peuple doit comprendre. C'est ainsi que nous sommes venus ici. Nous pouvons aller également demain peut-être à Mongafula ou bien à Kingasani Asuka pour que notre peuple comprenne. Donc, on n'est pas contre un individu, on n'a pas la haine, personne ne cherche de postes ministériels ici. Personne. On en a déjà assez, on est très occupés. Mais c'est l'intérêt du peuple qui nous intéresse. Le sénateur à vie ne peut pas revenir. Ne dites pas non, dites-nous, donnez-nous la disposition express. Voyez l'esprit du constituant, voyez les articles 70, 220, partout, voyez-le. Et nous étions, le panel était constitué de qui? Des gens qui étaient à la base, lorsqu'on rédigeait le texte. Et des personnes qui ont adopté le texte. Et certains étaient dans cette salle. Je vous remercie très sincèrement. Et bon retour chez vous et à la prochaine. Au revoir et merci à tous.